aux enjeux américains de cette rentrée, de cette semaine avec Thomas Koster qui nous fait le plaisir de nous rejoindre à nouveau en visioconférence depuis la Suisse, chaque lundi à la mi-journée avec nous, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Semaine qui commence avec la politique encore et toujours, Thomas, avec ces élections sénatoriales en Géorgie. Pourquoi est-ce qu'on en fait un événement clé pour les marchés notamment et pour les investisseurs, Thomas ? Tout à fait. Alors, on a eu des élections au mois de novembre. Je le rappelle, on a vu donc l'élection de Joe Biden comme président. Mais au niveau du Congrès, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les démocrates ont perdu des sièges à la Chambre des représentants, mais ils gardent une majorité. Tandis qu'au Sénat, on a un résultat très serré. Les républicains ont perdu des sièges et on est sur un résultat à l'heure actuelle, 50 sièges démocrates contre 48 sièges républicains. Et donc les deux sièges potentiels de Géorgie vont faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc c'est pour ça que ces élections en Géorgie sont vraiment cruciales. C'est pour savoir qui aura la majorité au Sénat. S'il y avait majorité au Sénat, certains s'excitent de potentiels plans de stimulus encore plus importants que ce que l'on a eu, puisqu'on aurait potentiellement évidemment l'agenda démocrate qui serait beaucoup plus poussé. Néanmoins, moi, à ce niveau-là, je mettrais je serais un peu plus prudent. Si les démocrates ont une majorité, ça sera du 50-50 avec un tie-break du vice-président, enfin de la vice-présidente en l'occurrence, et il y aura assez peu de latitude et de marge de manœuvre. Il faut rappeler que le Parti démocrate est très divisé et il y a des centristes qui ne sont pas du tout d'accord avec l'aile progressiste du parti. Donc 50 voix pile, ça ne suffira pas pour faire passer tous les ambitieux plans, notamment des plans de dépenses des démocrates. Je voudrais juste le rappeler à la veille de ces élections en Géorgie. Bon, une dernière incertitude à lever, on va le dire comme ça, dans le sillage de l'élection présidentielle américaine qui aura été le grand marqueur de la fin d'année sur le plan politique de la fin d'année 2020. Thomas, à propos de débat au Congrès, donc on parle de l'ancien Congrès, mais il y a eu tout ce débat là en fin d'année, alors autour du plan de soutien du dernier paquet Covid qui a été voté évidemment contre la volonté de Donald Trump, mais il y avait ce débat autour des chèques. Quel montant de chèques doit-on attribuer aux ménages américains ? Alors je crois que dans le paquet qui a été voté, c'est $600, mais il y a eu ce débat autour de chèques qui aurait pu être augmenté jusqu'à $2000. Est-ce que c'est un débat qui est définitivement terminé selon vous, Thomas, ou est-ce que c'est un sujet qui reste sur la table en ce début d'année ? Oui, alors déjà, ça sera donc le nouveau congrès qui va être inauguré cette semaine. Donc, ce sera le nouveau congrès issu des élections du mois de novembre. Donc, concrètement, on tourne la page sur l'ancien congrès. C'est pour ça que le plan budgétaire de relance du mois de décembre a été voté avec l'ancien congrès, pas le nouveau congrès. Et en effet, il y avait les chèques de $600. Or, Trump avait demandé des chèques de $2000 par foyer. Il avait même menacé de faire potentiellement un veto du plan de relance tant qu'il n'y avait pas les chèques. Mais voilà, Donald Trump a fait machine arrière, notamment sous la pression du leader républicain Mitch McConnell, qui est donc le chef des républicains au Sénat et qui insistait sur $600. Là, c'est intéressant parce que Donald Trump était davantage du côté des démocrates sur les chèques de $2000 que des républicains. On voit, ça c'est comme des facteurs politiques assez intéressants qui sont en jeu. Alors là, la question concernant les chèques, c'est est-ce qu'il y aura des nouveaux chèques une fois, par la suite ? Voilà, maintenant le scénario de base, c'est que la Géorgie sera conservée par au moins un républicain. Donc il ne devrait pas y avoir de majorité démocrate au Sénat. Et donc, à mon avis, ça bloquera en effet des nouveaux chèques. Comme je l'ai dit, le sénateur Mitch McConnell est tout à fait contre l'envoi de nouveaux chèques comme ça, de façon indiscriminée aux citoyens américains. Par contre, il est pour potentiellement plus d'allocations chômage, plus d'aide aux entreprises si cela s'avérait nécessaire. Quand on regarde les déterminants fondamentaux de la croissance potentielle, notamment d'un pays, Thomas, il faut s'intéresser à la démographie. Alors là, on quitte le champ politique et les débats au Congrès immédiat, mais c'est un point que vous avez relevé ces derniers jours, issu des premiers résultats préliminaires du Bureau du recensement américain pour l'année 2020. Est-ce qu'il faut s'alarmer aujourd'hui de la faiblesse de la démographie aux États-Unis, Thomas ?
Alors, je pense qu'en effet, il faut s'alarmer. On a un problème de croissance potentielle aux États-Unis. Alors, c'est pas nouveau. On sait que la productivité est restée très faible ces dernières années. Mais là, en l'occurrence, on a un nouveau phénomène qui est aussi la faiblesse de la démographie. Alors, encore une fois, la faiblesse de la démographie, c'est pas nouveau. On sait que, comme dans tous les pays, la fertilité est très basse. Mais là, ce qui est nouveau et ce qui est nouveau sous l'ère Trump, on a vu un écroulement. Je parle vraiment d'un écroulement de l'immigration aux États-Unis. Or, l'immigration, c'est le moteur économique aux États-Unis, à la fois évidemment pour l'immigration peu qualifiée, mais aussi l'immigration qualifiée. Et on a vu les deux pans de cette immigration s'effondrer. Et concrètement, on va sur une croissance de la population aux États-Unis à seulement 0,5% pour l'an dernier, basé sur certains chiffres au 1er janvier. Si vous regardez d'autres chiffres qui ont été aussi sortis au mois de décembre, on était plutôt sur du 0,4. Mais bref, on est sur la plus basse croissance de la population aux États-Unis depuis les années 30. Depuis les années 30, voire même avant le début du siècle. Donc ça, c'est vraiment, en effet, un signal d'alarme concernant la croissance potentielle des États-Unis et aussi le dynamisme américain, puisque l'immigration compte vraiment pour ce dynamisme américain. Et là, il y a vraiment un point de prudence à soulever. Maintenant, la question, c'est est-ce que Joe Biden va changer tout cela, et notamment permettre à l'immigration de se rétablir. C'est la grande question. J'ai des doutes néanmoins là-dessus. Il semblerait que Donald Trump, sur plusieurs aspects, notamment sur le commerce, mais peut-être aussi sur l'immigration, ait marqué un point de rupture. Effectivement, même pour un Joe Biden tout démocrate qu'il est, ce serait compliqué de remettre en cause ce qui a été fait de ce point de vue-là par l'administration Trump, l'accélération de la politique anti-immigration, pour dire les choses simplement, ou de l'agressivité commerciale. Ce sera compliqué pour Joe Biden de revenir sur ces points de tendance qui sont finalement très fortement ancrés aujourd'hui dans l'opinion publique américaine. C'est ce qu'il faut comprendre, Thomas ? Tout à fait. Je pense qu'en effet, Joe Biden ne permettra pas ne sera pas un point de rupture par rapport à ces tendances qui ont été plutôt cassées sous l'ère Donald Trump, à la fois sur le commerce, sur l'immigration, c'est sûr. Et puis la semaine, je le disais, si on revient aux enjeux plus immédiats, sera marquée par les résultats de la grande enquête sur le marché du travail. Chaque mois, chaque premier vendredi du mois, donc pour le mois de décembre, on aura les résultats ce vendredi à 14h30, le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis. Thomas, déjà en fin d'année dernière, vous nous parliez d'un phénomène de reprise sans emploi aux États-Unis. La job machine américaine qui a quand même recréé plus de 10 millions de jobs sur les 20 et quelques millions qui ont été perdus pendant la crise pandémique. Mais vous estimez qu'on arrive à un point plus délicat en matière de création d'emplois aujourd'hui aux États-Unis ? Alors c'est en effet intéressant de noter que pendant la crise du coronavirus, et notamment depuis l'été, on a une reprise quand même assez forte du PIB, mais la reprise sur le front de l'emploi est beaucoup plus lente. Donc on a vraiment une reprise sans emploi, et je pense que les chiffres de vendredi pourraient confirmer cela, parce qu'à mon avis, sur le front de l'emploi, ça risque d'être très difficile. Je rappelle à nouveau, le coronavirus continue d'être très prévalent aux États-Unis. Chaque jour amène des nouveaux records d'infections. Il y a eu des nouveaux lockdowns, notamment en Californie récemment. Mais bref, ce qu'on voit, c'est que malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que le PIB et les entreprises ont l'air de continuer à produire, mais produire avec beaucoup moins de facteurs travail. C'est pour ça que d'ailleurs la productivité aux États-Unis est en train d'exploser, et elle explose beaucoup plus que ce qu'on a vu dans les précédentes récessions. Donc c'est vraiment très intéressant. On a l'impression qu'il y a un gain d'efficacité sous-jacente, mais alors ça c'est le point positif, mais le point négatif, c'est que c'est au détriment du facteur travail. Merci beaucoup Thomas. On suivra donc les résultats du marché du travail américain ce vendredi à 14h30. Thomas Koester qui nous accompagne chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour les enjeux américains de la semaine et de la rentrée. Thomas Koester qui est économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management à Genève. Les marchés en Europe qui attaquent bien cette nouvelle année 2021 avec un CAC 40 autour de 5640 points à mi-séance en progression de plus d'1,5%. Voilà pour le bilan à mi-parcours de cette première journée de bourse de l'année. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.